Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la meilleure Alex. Hello. Alex, nous sommes toujours à PEL, nous avons du monde autour de nous, il fait beau, il fait chaud et nous avons le bonheur, le privilège de recevoir à ce micro Simon de chez Origame. Bonjour Simon. Salut. Alors Simon, aujourd'hui tu viens nous présenter un jeu très spécial, quel est-il ? Donc c'est The Hunger de Richard Garfield. Simon, merci d'être parmi nous pour nous présenter ce jeu. On a un tout petit traquenard dans le Défaussé quand on reçoit une nouvelle personne qui n'a jamais été dans notre émission et à notre micro. On a l'habitude de lui poser une question qui est quel type de joueur es-tu ? Si cette question paraît un peu nébuleuse, tu as le droit de donner un coup de cœur sur lequel tu joues en ce moment ou ton plus gros coup de cœur ever. Alors moi je suis un joueur qui rejoue beaucoup aux jeux que j'ai aimés. Donc j'essaye toujours de me tenir au courant de l'actualité, mais j'avoue que quand je dois jouer par plaisir et pas par travail, je rejoue aux jeux que j'aime depuis très longtemps. Et quel est-il ? Je joue beaucoup à Clank, tous les Clank. Voilà. T'as fait de Legacy du coup ? Ah bah 2 fois. Ah oui, quand on rejoue. En même temps, j'ai travaillé dessus, donc voilà. Mais oui, c'est un de mes jeux préférés chez nous. Et puis voilà, je joue beaucoup à Seven Wonders Duel. D'accord. Avec ma compagne. Voilà, j'aime beaucoup rejouer aux jeux un peu anciens, mais c'est pas grave, c'est tes coups de cœur en fait. Voilà. C'est parfait. Voilà. Tu les fais redécouvrir, j'imagine, à des gens. Toujours. Dès que je peux, je fais redécouvrir des jeux plus classiques, plus anciens. Voilà, je suis un joueur qui rejoue. D'accord. Clank en plus. Clank, chez Alex, c'est bien classé, hein. C'est dans un bon top. Okay. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler de The Hunger de Monsieur Deus Ex Richard Garfield. Pour moi, c'est quelqu'un qui se place haut dans le top des créateurs de jeux de société, Magic étant Magic. Pourquoi ? Quoi. Ouais, j'allais dire. Alors, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que je suis joueur de Magic et je joue beaucoup. Et du coup, Richard Garfield est dans mon cœur. Il a une place spécifique. Voilà. Donc, The Hunger, de quoi donc ça parle ? Et est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous faire une mini fiche Wikipédia sur le nombre de joueurs, temps de jeu et ainsi de suite ? Ok. Donc, The Hunger, c'est un 2-6 joueurs. Ça va être 1 heure, 1 heure et demie une partie pour les gens qui connaissent la règle. C'est un deck building avec un plateau. C'est un deck building assez exigeant dans le sens que toutes les cartes qu'on va rajouter dans son deck en fait viennent pourrir son deck. Donc il va falloir trouver un équilibre entre faire venir des cartes dans son deck qui apportent des points de victoire immédiats et la contrainte du jeu qui est de faire un aller-retour sur le plateau et de pouvoir rentrer à temps pour pas mourir devant la porte. D'accord. Parce que c'est quoi exactement le sujet, le thème du jeu ? Donc The Hunger, on est des vampires. On est tous des vampires autour de la table et la nuit tombe et on va sortir de notre château et on va explorer la région pour se nourrir de la culture locale, c'est-à-dire qu'en fait on va chasser des humains qui sont dans la région. Meilleure culture Donc locale. on va explorer la montagne, la plaine, la mer, la forêt et à la recherche d'humains. Pour se nourrir, et ces fameux humains sont des cartes qui rapportent des points de victoire et qui vont arriver dans notre deck, mais elles n'ont aucun pouvoir de déplacement ni d'achat. Donc ce sont que nos cartes de départ, nos cartes pouvoir de départ qui nous permettront de nous déplacer et de chasser, donc d'acheter des nouvelles cartes. Voilà, donc c'est que ces cartes-là qui nous permettront de le faire, plus certaines cartes qu'on pourra acquérir au fur et à mesure de la partie. Mais les cartes qui donnent des points, c'est celles qui viennent nous ralentir. Donc en fait, c'est une course. On va sortir, on va faire un tour dans la région et il faut revenir en 15 tours au château avant que le jour ne se lève, sinon on finit cramé en cendres devant la porte du château. Mais en fait, on peut pas revenir quand on veut. Parce que on vient quand on veut. En fait, si tu veux juste sortir du château et chasser les humains qui sont juste devant la porte, tu peux le faire. Mais plus tu vas prendre des risques, plus tu vas aller loin.
Donc en fait le plateau fait une sorte de serpentin, de spirale. Ouais. Plus tu vas loin, plus tu vas marquer des points, plus tu vas aller chercher des bons points. Donc plus tu prends des risques, plus tu vas mettre beaucoup de points, mais tu prends aussi le risque prends d'en le risque de marquer zéro parvenir. parce que si tu crames au soleil, c'est terminé. Donc il faut trouver un petit peu un juste milieu, équilibre ouais. entre prendre des risques, faire des points et rentrer juste à temps. D'autant que, alors moi j'ai déjà joué une seule fois, donc c'est pour ça que je pose pas de questions, mais d'autant que tout au bout tu as une sorte de cimetière là où tu as plein de points à faire, Ouais. sauf Ah que oui, c'est d'accord. tout au bout. Et je suis colère parce que la dernière fois que j'ai joué, la seule fois où j'ai joué, j'ai perdu à une case. Exactement. Une case de rentrée, alors que je les défonçais tous. C'est exactement ça. C'est quand tu vas prendre le risque d'aller chercher la rose éternelle, enfin en tout cas le jardin des roses qui est tout au bout du plateau, qui va te permettre de faire beaucoup de points. Il faut aller chercher, il faut revenir. Et parfois, en prenant ce risque-là, si sur le chemin tu te laisses tenter par quelques humains à croquer, et ça peut être Ça fatal. passe pas. Voilà. Ça passe pas. Mais du coup, on a un deck, c'est un deck building, donc j'imagine qu'on a une base de cartes qui est la même. Exactement. On a D'accord. les 6 mêmes cartes de départ chacun, D'accord. et on va jouer 3 cartes. On va piocher 3 cartes par tour. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est un deck building assez ciselé, assez exigeant, mais qui est quand même accessible. Et il y a un moyen, parce que là je vois énormément de cartes sur le grand plateau avec, j'imagine, qui sont les humains qu'on va bouffer. Exactement, donc il y a un tableau de chasse en fait. Donc D'accord. dans ce tableau de chasse, donc comment ça se passe sur nos cartes, je vais commencer par les cartes qu'on a en main, qui sont les cartes de vampires, les cartes de vitesse. Il y a une seule ressource sur ces cartes-là qui correspondent à la fois au déplacement et à l'achat. D'accord. Donc quand on va faire son tour de jeu, on va révéler 3 cartes, on va additionner la valeur qu'il y a sur ces cartes. Parfois en bas des cartes, il y a des pouvoirs qui peuvent se déclencher pour améliorer justement ces pouvoirs de puissance, de déplacement et d'achat. On va commencer par se déplacer, si on le souhaite, puis après on va acheter des cartes, si on le souhaite. d'accord, Mais on ne fait ok. pas dans l'autre sens. C'est d'abord un déplacement, puis un achat. Et donc on va faire ces deux choses-là avec l'ensemble des ressources qu'on a. On n'a qu'une seule ressource qui est vitesse et chasse. En Ok, fait. C'est ok, comme ça ok. qu'on dit dans le jeu. Et donc on va pouvoir chasser sur le tableau de chasse soit des cartes pouvoir vertes qui viennent compléter celles qu'on a déjà, qui nous permettent en fait d'aller plus loin, plus vite, soit des humains qui nous rapportent des points de victoire mais qui vont freiner en fait notre progression. Parce que si on les pioche, ils ne vous donnent rien du tout. Exactement. Soit des familiers, qui sont les animaux qui viennent aider les vampires dans leur quête. Et donc ce sont des cartes qu'on va pouvoir installer dans sa zone de jeu. Donc on va sortir de son deck, Ouais, donc qui ne viennent d'accord, pas d'accord. alourdir le deck, et qui déclenchent des pouvoirs en fonction des conditions qui sont requises par le jeu. Je vois tout à fait. Donc les familiers sont très importants à jouer, ils rapportent pas mal de points, ils viennent aider dans le jeu. Est-ce que c'est asymétrique ou on a tous le même truc? Parce que je vois qu'il y a des vampires différents, c'est juste la couleur du joueur. Exactement. D'accord, ok. On a tous les mêmes cartes de départ. Moi, je suis très 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 excité par l'idée du jeu, par le thème, parce que ça me parle beaucoup, et par le deck building, parce que c'est une des mécaniques que j'aime le plus, donc ça fonctionne très Deck très bien. building, la base. Et il Vas-y. y a un petit point aussi particulier par rapport à ce jeu, on voit qu'il y a des cryptes avec des tuiles dessus. Il y en a plusieurs disséminées à différents endroits du plateau. Et en fait, ce sont des tuiles mission qu'il faut absolument aller visiter. Donc pour pouvoir récupérer une tuile mission, il va falloir s'arrêter sur la crypte et on va prendre toutes les tuiles qui sont là. Donc il y en a 4, 5 ou 6 en fonction des cryptes. Et on va choisir une tuile et en fait ce sont des missions de fin de partie bien souvent qui vont nous permettre de bonifier nos points. Et en fait ça fait jusqu'à 30 à 40% des points de victoire de fin de partie. Donc c'est essentiel d'aller visiter les cryptes pour faire des bonnes combinaisons. Par exemple, là on voit sur la table, il y en a 2 qui sont communes pour tous les joueurs. Celle-ci dit gagner 6 points de victoire si vous avez chassé plus de nobles que chaque autre vampire. Donc les nobles sont les humains à carte bleue, avec la couleur bleue. Si on arrive à en avoir plus que les autres, on mettra plus de points. Donc toutes ces petites missions comme ça qu'on va collecter vont nous permettre de rajouter des points de victoire en fin de partie. Donc ça, c'est vraiment la particularité de ce jeu, c'est d'aller chercher les missions qui sont ce qu'on garde secrètes par rapport aux autres joueurs. Bien sûr. Et en plus, quand on va dans une crypte, on va pouvoir échanger les missions qu'on a déjà par d'autres. Si on estime que par exemple, on voit que tous les nobles sont partis chez les autres joueurs, cette mission en fait on la fera plus, on peut l'abandonner pour la remplacer par une autre. D'accord. Voilà, donc on peut adapter sa stratégie de points en fonction du cours du jeu. Ok, très bien.
Bah moi ça me chauffe énormément. Mais ouais, carrément. Ok, eh ben, écoute, allons-y, allons chasser. Let's go. Ouais, mais il y a des sons, c'est 3. Non, je pense que c'est le symbole de cloche. Ouais, mais c'est le symbole de cloche. Du coup, ça me fait. Du coup, je suis à 7. Non, j'avais une mission que j'ai pris là qui était permanente. Ah non, trop pas. En plus, je suis en train de bien jouer ma mission. Elle est pas tombée. 7. Bah ouais, toi t'as pourri ton jeu, mais en même temps, ça te fait des points, quoi. Genre, t'es loin, chérie. Terminado, muchacho. Ah, là j'ai que des cloches de merde. Ah, le malin, le coquin qui va à l'auberge et qui prend tout. Oh my god. Qui croque. Tu sais quoi, je te souhaite pas rentrer. Tour 12, ça va très très vite là, hein. Il y a un maximum de rythme. Eh ben, moi j'ai pas de points, je suis mort dans le soleil. Le soleil t'a cramé. Juste aux portes du château. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 53 minutes de partie sur The Hunger. The Hunger. Ah, avec le H. On dit The. avec le H, hein, malgré tout. Ouais. Ok. Normalement, il y a une consonance, c'est quand il y a une voyelle, mais c'est pas grave. Avec Alex, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Alors, tu le connaissais déjà, Je connaissais le jeu. mais Alors, vas-y. petit truc à dire, c'est que du coup, on n'a pas joué avec Simon, qui est avec nous pour le débrief, mais on a joué avec Edouard du Loufoque, qu'on a croisé et qui a bien voulu jouer avec nous. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, vraiment, c'est un jeu où la tension, on la ressent très très rapidement parce qu'on n'a que 15 tours pour faire notre vie et revenir. Et en fait, déjà vers 6 tours, quand on commence à avoir son jeu bien plombé, quand on n'a que des zéros de mouvements qui sortent, on commence à se dire comment je vais rentrer? Est-ce que je peux me débarrasser de certaines personnes? Est-ce que je vais plus loin pour essayer de scorer le plus, même si franchement on se pose plein de questions. Et là c'est pas un peu, parce que beaucoup de personnes le comparent à Clank, c'est pas comme dans Clank, où on peut faire un move qui va enterrer tout le monde. Dans tous les cas, les autres, leur jeu est assez indépendant d'une autre, à part quand on se retrouve sur la même case qu'eux et on peut très légèrement les reculer. C'est la seule grosse influence qu'on a sur eux. Et du coup là c'est vraiment nous contre le jeu et le temps. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans The Hunger. J'aimerais bien qu'on revienne après, je pose ça là et on y reviendra, mais sur cette comparaison avec Clank que Simon tu dois entendre tout le temps. Oui. Ouais. Et du coup voilà, moi c'est ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est nous contre le jeu. Pas trop possibilité de faire les coups de crasse, donc si on rentre pas, il n'y a personne à blâmer. Vraiment, on a joué la grid, ça n'a pas fonctionné, tant pis pour nous. Ouais, je te rejoins sur pas mal de choses. Moi j'ai apprécié la partie et le thème et l'univers, comme je disais dans la première partie, fonctionnent énormément sur moi. Visuellement, il est oufissime. Je trouve qu'il a un cachet qui est vraiment fabuleux, autant sur les cartes que sur le design du plateau en lui-même. D'ailleurs, on n'en a pas parlé en première partie, mais il y a 4 illustrateurs-trices. Oui, c'est vrai, que j'ai pas sous les yeux, mais c'est pas grave. Que tu vas connaître par cœur, j'imagine, Simon. Alors il y a Jocelyn Millet pour l'illustrateur français et les 3 autres illustrateurs sont des illustrateurs russes dont j'ai pas retenu les noms par cœur. D'accord. Voilà, mais c'est un collectif en fait, Ok. parce qu'il y a énormément de cartes. Donc il faut beaucoup d'illustrations. Parce que c'est des cartes quasi uniques, enfin tous les personnages. Ouais. Voilà. Donc il faut un collectif d'illustrateurs pour pouvoir faire tout le jeu en un temps record. Clairement. C'est pour ça qu'ils sont 4 dessus. Et c'est même étonnant parce que ça se ressent pas en fait qu'il y ait plusieurs illustrateurs différents. Je sais pas comment ils ont travaillé, qui s'est occupé de quoi, mais effectivement il y a une bonne cohérence graphique. Ouais, voilà, c'est ça. Clairement, on n'a pas l'impression d'avoir un ton différent sur une partie ou l'autre du jeu. Bah ça c'est parce qu'on a un directeur artistique qui drive tous les illustrateurs. Tu m'étonnes. C'est pour ça. Et du coup, pour revenir sur le jeu, donc moi j'ai adoré la partie, j'ai adoré le thème et ainsi de suite. Je gagne assez loin de tout le monde. Et en fait, non mais je le dis pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est posé la question de, comme c'est un jeu qui va jouer sur la distance retour depuis le point le plus loin où on est allé pour chasser. Moi en fait j'ai eu 3 tours pendant lesquels j'ai quasi pas bougé parce que j'ai eu des mains de merde et j'ai fait 1 ou 2 déplacements pendant 3 tours d'affilée. Et en fait à ce moment là on est arrivé au 8e tour et donc j'ai dit ok en fait il faut que je retourne en arrière parce que si je me retrouve à avoir encore cette main je vais devoir perdre. D'autant plus que j'ai pioché une mission qui m'a dit revenir au château va vous faire gagner plus de points. Et en fait je suis revenu, j'ai pas fait la moitié du plateau pour revenir. Et en fait du coup on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y avait un intérêt réel à aller très loin. Et je pense que dans la rejouabilité, c'est une question à se poser. Et sur le je pense qu'il faut rusher. Je pense que tu joues différemment en rejoint. Je pense que si tu sais que tu vas aller au bout,
En fait, tu vas pas manger direct. Ouais, c'est tu vrai. vas peut-être manger C'est plus ça. sur le retour ou je sais pas. Ouais. Mais je sais pas. Simon pourra nous donner des inputs. Là, je suis en roue libre, je sais pas, j'imagine. Mais je me dis, ouais, si dès le départ, tu paniques pas parce que tu vois tous les gens en train de gagner des points, Ouais. parce qu'ils sont en train de boulotter des gens, et que toi, tu fais ta course de fond vers le bout. Il y a peut-être un moyen de revenir et sur le retour, tu essayes de choper l'auberge, tu essayes de choper tout ce qu'il y a à choper. Mais en fait, c'est ce que disait Simon sur le fait de dire en fait on est de plus en plus lourd et ça rejoint très bien ce que tu dis. Effectivement, c'est de dire en vrai, c'est une course de longueur, donc il faut attendre avant de boulotter effectivement tout le monde. C'est ce que j'ai fait un peu sur la fin parce que sur la fin, j'avais un gros deck de cartes, de pioches. Et en fait, quand tu vas boulotter, tu vas mettre tout le monde dans la défausse. Je supputais que j'avais assez de cartes de pioches pour retourner au château et pas reprendre ma défausse à la fin. Donc du coup, je boulottais énormément sur le retour en fait. Et les cartes à une, t'en as tellement que tu te fais un peu plaisir. Et je pense que c'est un peu ça qui fait aussi la différence. Mais du coup, tu as plusieurs stratégies. Je pense qu'il y a une bonne rejouabilité là-dessus. Ouais. Simon, on a T'as beaucoup plein de parlé. stratégies possibles. Effectivement, tu peux ne pas manger d'humain sur ton premier aller pour aller jusqu'à la rose. Ouais. Et ensuite, ou alors acheter les humains qui sont que dans ta stratégie de mission Ouais, aussi, pour ouais. maximiser les points. Mais pas pourrir ton deck trop vite. Chercher la rose qui va te faire bien des points. Et revenir en achetant les humains surtout dans la forêt, peut-être. Et après, plus en acheter jusqu'au retour ou en acheter petit à petit. Ouais, aussi, ouais. S'arrêter dans les cryptes à l'aller, mais pas au retour, pour pouvoir justement capter un max de missions qui rentre dans ta stratégie. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui restent, comme je disais tout à l'heure, devant la porte du château quasiment, enfin juste en sortie de montagne, et qui restent là. Il y a qu'avec certains familiers qui bonifient leurs points d'achat. Ouais, Et voilà, il y en a je qui suis prennent d'accord. pas de risques comme ça. Je vois l'idée. Mais en général, plus on prend des risques et si ça passe fort. C'est ça, faut être greedy et bien mesurer et puis Ouais, je suis assez d'accord. ouais, Je mesurer comprends bien. le ratio. Quoi. Il y a un ratio à prendre en compte. Alors du coup, j'ai quand même plusieurs alors j'ai deux questions. La première, c'est forcément les gens mettent beaucoup ça en parallèle avec Clank. Oui. Vraiment. Et qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là quand on te dit ça? Parce que c'est vrai que nous, on a parlé avec Younes, donc, qui est le champion de Clank, qui disait non, moi je vois pas du tout, mais il énumérait les trucs en commun en me disant il y a juste ça. Ça faisait au moins 4 dynamiques de jeu quand même. Donc c'est juste ça, oui, mais ça ressemble vraiment beaucoup ou C'est un deck building avec un plateau, donc à partir de là, oui, ça peut ressembler. Sauf que dans Clank, on va tout le temps acheter des cartes qui vont nous faire des choses. À l'inverse, dans The Hunger, on va acheter des cartes qui vont nous pourrir notre deck. Donc je pense que The Hunger est un deck building avec un plateau plus exigeant que Clank. Parce que Clank, quoi qu'on fasse, on va faire des choses. Dans le jeu, on va réussir à se déplacer, etc. Je vois ce que tu veux dire. Acheter, combattre. Et là, dans The Hunger, plus on achète, si on fait un peu n'importe quoi au fil du jeu, on va vraiment se planter. Donc pour moi, il est un cran au-dessus en termes de difficulté. Voilà, mais les deux sont quand même jouables. Hein. Mais le Clank est quand même beaucoup plus familial que le The Hunger. Ah ouais, tu trouves? Ah En ouais, je termes de trouvais mécanique. The Hunger plus... Ok. Moi, je trouve qu'il est plus tactique, The Hunger, en fait, parce que si tu gères mal ta partie, C'est en ça. vrai, tu meurs. Bah, tu ne marques pas, mais en même temps Tu fais aussi, rien, en fait. Et c'est tu un peux des faire trucs. partout, tu peux Ouais, faire mais des c'est tours au fur et à un des trucs qui ressemble avec Clank, c'est il faut revenir. Alors, Si tu c'est reviens pas- exactement ce que j'allais rebondir sur ça. Et alors, vas-y, finis, pardon. Non, si tu reviens pas, tu scores pas. Ouais, mais du coup, j'allais revenir sur ça. Je pense que, en fait, et pour moi, c'est une fausse ressemblance. C'est qu'on a cette impression qu'il faut revenir en haut comme Clank et revenir au des points de départ pour gagner. Oui, mais dans Clank, en vrai, t'as pas, t'as pas cette notion d'enterrer les autres, comme tu disais au début, Alex. T'as juste cette notion de se dire, ici dans The Hunger, de se dire, en fait, mon jeu, il est indépendant. Je perds tout seul ou je gagne tout seul. Et le fait d'arriver premier au château te fait marquer un peu plus de points, mais ça va pas dénaturer la partie des autres. Et du coup, je suis assez. C'est une fausse ressemblance en fait. Ça donne l'effet d'eux, mais en fait, moi, j'ai pas eu cette sensation d'avoir joué à un truc qui ressemble à Clank au final dans le truc. Oui, c'est un deck building. En vrai, des deck building avec des plateaux, il en existe d'autres. Enfin, avec plateau ou pas d'ailleurs. Mais du coup, il y a un peu ce faux effet. Je trouve qu'ils se jouent très bien tous les deux, comme tu disais, Simon. Et je comprends qu'on puisse dire que The Hunger est un peu moins familial, un poil plus exigeant, parce que si tu te fais vite avoir d'aller au bout du jeu,
bah, en fait, 8e ou 9e tour, bah, en fait, tu vas vite te retrouver à piocher de la merde, des humains, et du coup, plus à avancer parce que t'es un peu stressé, quoi. Et la fin, je la trouve ultra plus stressante que Clank, de dire de remonter, quoi. Mais je pense que, bon, après, on va arrêter de parler de Clank parce que c'est pas le sujet, mais bon, bref, en tout cas, ça répond bien aux questions. Et ma deuxième question que j'ai posée tout à l'heure était intéressante, hein. Intéressante, et je l'ai plus en tête. Moi non plus, je ne l'ai plus en tête. L'extension ? Oui. Merci. Merci. Alors, donc effectivement, le jeu de base est sorti déjà il y a quelques mois. Ouais. Et donc là, Guillaume, qui est notre gérant, qui travaille chez Origames, a développé le jeu de base avec Richard Garfield. Et là, il a développé l'extension à la demande de Richard. Donc plein de propositions, des allers-retours, des tests et tout ça. Et l'extension va rajouter des loups-garous et des chasseurs de vampires qui viennent compliquer la tâche des vampires et qui viennent pourrir les lignes d'achat. Donc quand tu viens acheter dans une ligne où il y aura un loup-garou au bout ou un chasseur de vampires, tu te le récupères dans ta zone de jeu et en fait tu devras dépenser des points d'attaque. Donc il y aura une notion d'attaque. Tu pourras attaquer soit les autres joueurs, soit les menaces qui sont dans ton jeu pour éviter de te prendre des blessures qui viennent te pourrir ton deck et qui te font des malus en fin de partie. Donc tu vas aller justement trouver cet équilibre entre oui je prends des loups-garous, oui je prends des chasseurs de vampires, mais je les traite tout au long de la partie, puisque quand j'arrive à les vaincre, j'aurai quand même des points de victoire. Et puis surtout, si j'arrive à les vaincre, j'aurai pas de malus, mais je pourrai faire plus de choses. Et il y aura aussi des cartes événements qui vont être tirées à chaque début de tour, qui vont bonifier certains achats, contraindre certaines choses dans le jeu. Donc voilà. Donc plus d'interaction entre joueurs, et plus de bagarres. Ce que je disais tout à l'heure s'annule là avec l'extension. Quand je disais qu'il fallait que justement là on n'avait pas trop, on pouvait pas faire des coups de crasse aux autres. Là tu peux. Là oui. Là ça devient intéressant. Là ça devient encore plus intéressant. Et c'est la première extension. Ah d'accord. Nice. 3 petits points. Le petit To be continued. Ok. Franchement, top. Je suis très contente qu'on ait fait enfin ce jeu. Ouais. Parce que c'est vrai que on a loupé le coche d'Halloween dernier. Du coup, c'est grave cool de le retrouver ici en fait. Je m'y attendais pas, mais. Ouais, moi aussi. Surtout qu'on a galéré pour l'enregistrer, donc c'était agréable d'y arriver enfin. Et puis c'est un combo gagnant en fait. On est tous les deux un peu raccords sur une sensation de jeu. Oui, c'est vrai. Trop bien. Très bien. Simon, Parfait. merci mille fois merci à vous. de nous avoir accepté sur. On a un peu galéré à avoir Simon aussi dans l'émission. Ouais, ça fait plusieurs années qu'on en parle quand même. Ah, c'est ça les rostas. C'est difficile à attraper. C'est vrai. Ça se mérite. Merci à toi, ma chère Alex. On se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, prenez soin de vous, kiffez bien. Ciao. Salut. Fin de transmission.